Place à un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir. Alors, vous nous parlez dans votre chronique de ce mouvement de contestation en Turquie. Ça se mobilise très fortement aussi, évidemment, sur les réseaux sociaux. Alors, le mouvement sur les réseaux sociaux accompagne en quelque sorte les très nombreux manifestants dans les rues de la capitale et d'Istanbul. Alors, du côté des analystes, évidemment, on s'est jeté sur ce mouvement qui était un petit peu inattendu. Tout a commencé avec un parc qui devait être rasé. Le site Slate s'arrête un petit peu sur la façon dont les tweets concernant cet événement sont répartis, en partant d'une analyse qui a été faite par un centre de recherche américain de l'Université de New York, qui s'appelle Social Media and Political Participation, qui s'arrête donc sur tous ces tweets. Et on voit cette carte où on découvre tous ces points jaunes en Turquie, ce qui nous montre que l'essentiel des tweets viennent de Turquie. 90% des tweets qui concernent ces événements viennent de Turquie. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2011, lorsque il y avait des événements du côté de l'Égypte, le printemps arabe égyptien, eh bien 30% seulement des tweets venaient d'Égypte, c'est-à-dire que ce n'étaient pas forcément les acteurs, mais beaucoup de commentateurs extérieurs au pays. Donc là, on a vraiment le sentiment que ce sont ceux qui sont dans les rues qui tweetent. Alors ce n'est pas forcément la réalité, mais en tout cas c'est assez différent de ce qu'on a vu lors des révolutions arabes. Alors il faut tout de même nuancer certaines choses, c'est ce que fait Ido Leven, dont voici le compte Twitter. Il explique que cette étude américaine se concentre essentiellement sur l'aspect quantitatif. On ne regarde pas forcément le contenu de ces tweets, on s'aperçoit seulement qu'ils sont essentiellement d'origine turque, quelques-uns viennent de la diaspora, donc on ne peut pas forcément tirer de conclusion et dire par exemple que les médias sont totalement absents. C'est pour ça que Twitter sert de relais. Les médias sont présents et les médias eux aussi tweetent, et il y a même une interaction entre journalistes et citoyens du côté de Twitter. En tous les cas, le pouvoir a pointé du doigt les réseaux sociaux. Alors, en particulier, Recep Tayyip Erdogan, qui a eu des mots particulièrement durs sur les réseaux sociaux et sur Twitter, une menace pour la société. C'est ce qu'explique cet article de Steven Jambeau sur notre site internet. Tayyip Erdogan explique que finalement, ces réseaux sociaux ne servent qu'à répandre des mensonges sur la situation du pays, qui est bien différente de ce qui est décrit sur les réseaux sociaux. Il parle même d'une malédiction. Alors, ce qui est assez savoureux, c'est que Recep Tayyip Erdogan a lui-même une page Facebook plutôt bien fournie, plus de 2 millions de fans, et un compte Twitter relativement actif, plus de 2 700 000 followers. Donc il utilise lui-même ces instruments maléfiques qu'il critique aujourd'hui. Et pendant ce temps-là, il y en a un qui donne à cœur joie dans la critique, c'est le voisin syrien. Alors le voisin syrien qui n'a pas digéré le fait que Ankara soutienne ouvertement les rebelles, le régime syrien qui en appelle même à ses concitoyens, à ses ressortissants à ne pas se rendre en Turquie parce que ça pourrait être dangereux. Il pousse le bouchon même un petit peu plus loin avec cette déclaration: le peuple turc ne mérite pas toute cette sauvagerie. Alors jusqu'à présent, du côté de la Turquie, on n'a pas utilisé d'armes chimiques, ce qu'on soupçonne le régime syrien d'avoir fait. En tout cas, évidemment, du côté de la Syrie, on s'est emparé de cette actualité. Et puis, pour refermer ce chapitre, je vous laisse découvrir cet article sur le site du Monde qui s'intitule « En Turquie, le peuple se réveille face au régime autoritaire d'Erdogan ». Il est intéressant parce qu'il y a énormément de témoignages de Turcs qui racontent comment cet événement a pris beaucoup d'ampleur en partant d'une petite étincelle et comment finalement il cristallise des rancœurs bien plus anciennes. On vient donc en France pour parler de Nicolas Sarkozy. Alors en France, à moins que, parce que Nicolas Sarkozy n'y est pas souvent, on a l'impression de le voir un petit peu partout. Là, il était du côté de Londres et même du 10 Downing Street, où il a rencontré David Cameron. Alors évidemment, certains soulignent qu'il est un petit peu trop actif, Nicolas Sarkozy. L'automne dernier, il avait croisé Vladimir Poutine. Toujours l'automne dernier, il avait croisé du côté du Brésil Dilma Rousseff. Et plus proche de nous, il avait croisé Shimon Peres et Benyamin Netanyahou. C'était en mai dernier. Il n'en fallait pas plus pour que certains médias, comme le site d'Europe 1, parlent d'une diplomatie parallèle de Nicolas Sarkozy. Mais ce qui a fait couler beaucoup d'encre, notamment du côté du Parisien, c'est cette conférence que Nicolas Sarkozy a donnée pour Goldman Sachs. Il sera payé 100 000 $ pour cette conférence, et certains soulignaient sur les réseaux sociaux: est-ce ce même Sarkozy qui voulait moraliser la finance qui va aller chercher de l'argent du côté de Goldman Sachs? Je vous remercie Karim pour votre chronique ce soir. Un œil sur les médias.